sur la route qui devait sur le parcours, il y avait des gars qui s'étaient mis pour l'arrêter, d'ailleurs, au premier groupe d'arrêt. Et puis après, il y avait un groupe dans les fossés de chaque côté, avec chacun une mitraillette. Et enfin, le camion est arrivé, paraît-il, et le premier groupe a fait signe de s'arrêter, le chauffeur a levé le bras, et là, il a continué. Les deux avec la mitraillette, ben, ils ont tiré dessus. Oui, mais une chose qu'ils ne savaient pas, c'était quel copain qui était dedans. Lui, il avait piqué, carrément la camionnette. Ah. Donc, bon, tout dans le fossé, il y avait des tractions, c'était la mode des tractions. Hein, 2-3 voitures sont venues, ils ont pris ce qu'il y avait dedans, mais ils ont laissé le copain là, quoi, évidemment. Et où les incidents... Il est mort, le copain? Ah, il était mort, oui, oui. Vous savez, il était lui à la mitraillette dessus. Hein. Oui, il y a eu quelques incidents malheureux comme ça. Bon, je suis en train d'essayer de me souvenir de quelques faits particuliers. Moi, j'en ai eu un. C'était tragique pour moi, pas tragique pour moi. J'aime pas beaucoup en parler. J'avais quand même pas 20 ans, pas loin, mais enfin. Et un jour, on était monté. D'ailleurs, on était parti, on n'était que deux d'ailleurs, là. On était parti rejoindre un maquis. Et je ne sais plus ce qu'on leur avait amené. Bon, enfin, on l'avait amené du tabac, je crois bien, si je ne me trompe pas. On avait quelques colis de tabac, on avait monté ça, et puis ma foi, bon, ben, pour un coup, on ne voit pas les copains qu'on devait rencontrer. Bon, on a continué, on était à pied, évidemment, on a continué. Et puis, on était en pleine forêt, c'était en hiver, il n'y avait pas de feuilles sur les arbres, et il y avait de la neige. Alerte. Oh, tout le monde, allez, sauvez-vous, tout le monde, chacun de leur côté, on s'est parti de tous les côtés. Bon, on était monté le long de la colline qui est de la montagne, qui est de la pente qui est au-dessus de l'automne. Bon, alors, on se sépare, toi tu vas là, moi je vais là, je vais descendre. Et dans cette forêt, vous savez, vous voyez un peu la montagne, il y a des petits chemins qui montent le long, qui sont taillés, ça fait même pas 1 mètre de large. Donc, bon, tout à coup, je vois une ombre qui remontait c'était riotte, ça fait là-bas, ils appelaient des riottes, qui remontaient la riotte, moi j'étais au-dessus, il y avait une espèce de petit arbre, une petite touffe si vous voulez, sans feuilles, mais enfin qui faisait quand même un peu l'ombre, je m'étais accroupi derrière, et bon, mais j'étais pas rassuré du tout parce que cette ombre, c'était bien un soldat allemand qui montait avec une mitraillette braquée devant lui. Alors là, je crois que c'est réellement le moment où réellement j'ai eu peur. Alors, je ne sais pas, on a le cœur plus ou moins bien accroché, mais j'ai mieux à vous dire qu'à 19 ans, ça m'a fait quand même un certain froid dans le dos. J'ai vraiment pas paniqué, mais j'ai vraiment eu peur. Je dirais ce brave soldat, parce que bon, ce qui s'est passé après, donc il montait. Et moi j'étais accroupi, vous voyez un petit peu ce genre de chemin. D'un côté c'est le ravin, de l'autre côté ça monte sur 1 mètre si vous voulez, puis après c'est la forêt continue. Moi j'étais juste au-dessus du chemin. Il est arrivé là, je ne sais pas si, enfin non, il ne m'a pas vu sur le moment, mais enfin j'ai eu l'impression qu'il ne pouvait pas faire autrement que de le voir, puis il a eu la mitraillette réellement dans ma direction. Et bon, il y a peut-être un dieu quelconque, si vous voulez, mais comme je vous ai dit qu'il y avait de la neige, donc il y avait de la neige sur les sapins et sur des branches, et derrière lui, la neige comme ça est tombée de l'arbre, ça a fait du bruit, c'est retourné. Et bon, sans réfléchir, si vous voulez, des gestes habituels, je m'entends parce que bon, on n'avait pas d'armes, nous, hein. Et j'avais un poignard que l'on faisait d'ailleurs, j'en ai fait plusieurs, que l'on faisait à l'udite, c'était des limes qui étaient affûtées en poignard avec des rondelles pour faire une poignée. Quand j'avais vu monter, j'avais quand même sorti cette arme. Bon, je lui ai sauté dessus, j'ai fait ce que j'ai pensé, parce que, vous savez, on s'entraînait, comme on dit, il faut faire ceci, il faut faire comme ça. Bon, c'est une façon un petit peu de se donner du courage.
Vous voyez, les jeunes, avec des anciens qui nous conseillaient. Bon, j'ai fait ça, j'ai entendu « Oh !» Le gars il était tombé, mais moi, j'étais déjà loin. Et première crainte, si vous voulez, ça a été, si jamais, ça y est, parce que si jamais je l'ai tué, il va y avoir des otages, vous savez. Alors, même aux copains, j'ai rien dit, genre, après. Longtemps après, je l'ai dit à un copain, tu te souviens ce jour-là, de ce qui m'est arrivé. Et bon, après, il y a le fait de dire, oui, t'avais quelque chose quand vous tuez un homme, j'ai le cas de le dire. Enfin, j'ai pas tué un homme, des fois, c'était pas la panique. C'était pas la panique parce que j'ai agi d'une façon systématique. Bon, ça a bien réussi pour moi, mais on n'a jamais entendu parler de rien. Alors, si bien qu'un petit peu après, je me suis dit, après tout, bon, j'ai peut-être fait du mal. Mais, vous savez, dans un éclair, il y a un tas de pensées qui, de pensées, pas de réflexion, mais une crainte. Au moment où on fait un geste, il y a une crainte que ce geste soit arrêté, qu'elle ne réussisse pas. Et oui, j'ai eu peur que mon poignard il rencontre un bouton, du cuir, quelque chose, mais bon, c'était passé à côté parce que j'ai bien eu la sensation, ben oui, je le pénétrais. Et où donc, c'était la guerre, mais vous savez, on n'était pas encore habitué à ça. Quoique, il y avait déjà eu des bombardements, vous savez, c'était pas le premier mort que je voyais. Alors, j'ai même pas vu, ça t'est parti tellement vite. Mais enfin, il y a quand même, ce fait que c'est un contact direct. Et à ce moment-là, ben, j'aime mieux vous dire qu'on voit les choses différemment. Il n'y a pas eu de représailles? Non, moi je vous dis, j'ai eu peur sur le coup, mais j'ai entendu parler de rien. Parce que c'était... Ben oui, et dernière aux copains, bon, quand on s'est revu un petit peu après, avec les autres, bon, ça y est, t'es bien rentré, ben oui, je suis bien rentré. Et il y avait cette crainte. Il aurait seulement fait une dizaine d'otages fusillés. Eh bien oui, je ne voulais pas avoir ça sur la conscience, si vous voulez. Ben, avoir ça sur la conscience, je l'aurais eu, mais je n'osais pas l'avouer aux copains. Surtout qu'on nous recommandait toujours pas d'exclendre rien, parce que automatiquement, ça va retomber, ils vont foncer dans le maquis, et puis il y aura des otages, et puis ouais. Donc il fallait rester très calme. Bon ben là c'était mal parti, quoi, donc j'étais pas très heureux, si vous voulez. Bon, je vous ai raconté la dernière fois quelques petits faits quand oui, on piégeait les machines qui allaient en Allemagne. On allait rechercher de l'huile sur celles qui étaient prêtes à partir. Je vous l'ai expliqué peut-être, ça. Bon, là, pour l'instant, je ne vois pas des faits particuliers, si vous voulez. Je vous raconte là un peu ce qui me vient à l'esprit. Hein. Et combien de temps cela a duré, vos actes de résistance? Combien de temps? Ben, écoutez, ça a été surtout l'hiver, quelques mois surtout. Hein, parce que ça a été l'hiver 43-44. Puisque en 44, ben oui, parce qu'à force de faire comme ça, il y a quand même eu quelque chose qui s'est produit, c'est que les Allemands, d'ailleurs, chose qu'on sera aperçue aussi, je veux dire, on allait nous à la gare d'Autun pour voir s'il y avait des gars qui fuyaient le STO, mais les Allemands y étaient aussi. Mais eux ne disaient rien. Quand ils voyaient qu'on a... Enfin, on se l'est dit finalement au camp. Quand au camp, je me suis retrouvé avec mon chef de groupe, d'ailleurs, il était aussi à Wattestedt, j'ai du mal de dire le mot, hein, c'est tellement bizarre, leur écriture surtout. Bon, donc, on a pu parler un petit peu des faits, de ce qui s'était passé. Oui, j'étais en train de vous dire quelque chose, je ne sais plus quoi. Oui, si, bon, donc, il y avait, quand nous, on contactait quelqu'un qui nous donnait l'impression de chercher, bon, on l'emmenait évidemment dans un maquis, mais les Allemands ne disaient rien, eux, ils nous suivaient. Donc il y a eu un moment où il y a eu une rafle, il paraît que dans toute la contrée, il y a eu 1 millier d'arrestations, et bon, moi, mon chef de groupe a été arrêté. Je l'ai su,
On a dit, bon, il y a un tel est arrêté, un tel aussi, sauf toi, reste pas là. Bon, pour moi, c'est pas compliqué, il y a le maquis, allez, ça y est, je vais au maquis. Oui, mais j'ai pas eu le temps. Parce que dans la nuit, la maison était cernée par les troupes allemandes, par la Gestapo, et là, j'ai été arrêté. J'ai été emmené à la prison d'Autun, où je suis resté 8 jours. Bon, c'était pas méchant, j'étais en prison, c'était tout. Hein, parce que là, attention, la prison était gardée par la gendarmerie, hein, par des gendarmes français. Pas des gendarmes ou des policiers, en fait, c'était des Français. Donc, au bout de 8 jours, bon, j'ai été emmené à Chalon-sur-Saône. Mais vous avez été dénoncé? Comment cela... Ah oui, alors, bon, là, c'est mon chef de groupe qui a été arrêté avant moi. Je lui ai dit que dans la journée, bon, on m'a dit un tel, plusieurs, puis il y avait donc mon chef de groupe qui s'appelait Bourgeois, André Bourgeois, il faut noter le chat. C'était son surnom. Donc le chat était arrêté. Alors, il sauve toi. Bon, oui, bon. Alors, j'ai dit à mes parents, il faut que. Ils sont bien, tant bien que mal. On savait qu'il y avait des jeunes, le STO, j'avais 20 ans. Et j'avais parti une révision en tant que mobilisable. Oui, à 20 ans, donc j'ai dit, bah, je ne veux pas aller au STO non plus. Quoique j'étais mobilisé où j'étais, parce qu'on fabriquait des machines pour l'Allemagne. Donc, mon fait, de toute façon, donc, je ne faisais pas très chaud, quand même, c'était le 4 avril. Il est plus vert. J'avais en ce moment, maintenant vous avez des jeans, mais nous c'était des bleus, mais en rayon assez léger. J'en avais enfilé 2, j'avais mis des bottes. Dans les bottes, j'avais glissé des espadrilles, et puis un par-dessus. Et puis bon, coup du bruit, pompant à la porte. Alors voilà, dans cet équipement, bon, ils ne m'ont pas trop demandé pourquoi j'étais habillé comme ça, mais enfin, toujours est-il qu'à la prison d'Autun, eh bien, quand je suis ressorti pour aller à Châlons, et j'avais mes espadrilles, un pantalon, j'en avais plus 2, hein, j'avais quand même des pulls verts. En fait, j'avais déjà été pas mal déshabillé. Et puis évidemment, à Châlons, alors là, ça a été la séance des interrogatoires. Voilà. Alors, l'interrogatoire, d'abord, la première journée, ça a été une confrontation avec mon chef de groupe. Quand j'ai vu la tête qu'il avait, le malheureux, et, je comprends, je ne savais pas encore qu'on avait trouvé sur lui des noms, 5 noms. D'ailleurs, quand j'ai vu la tête qu'il avait, j'ai compris et j'ai eu un petit frisson. J'ai mieux compris le lendemain. Le lendemain, ça a été la séance courante classique, à plat ventre sur un tabouret, pieds et poings liés. Et puis alors, il y avait le chic, et il commençait à taper d'un côté. Vous voyez un petit peu la position, en tapant d'un côté, il vous martelait des épaules jusqu'aux cuisses. Il retournait de l'autre côté, puis de l'autre côté. Si bien que, mais toujours habillé, avec au moins une chemise. Une chemise, pas un pantalon. Et tout ça, paraît-il, pour ne pas que les chairs éclatent. Mais enfin, j'ai mieux vous dire qu'il arrive un moment où on ne voit plus rien. Moi, j'avais l'impression que le noir, quelque chose tournait. Je me suis réveillé dans ma cellule. Et évidemment, on craignait, si vous voulez, d'être fusillé, surtout qu'il nous le disait. Hein, si tu ne veux rien dire, tu seras fusillé. Donc, moi, j'avoue que j'ai rien avoué, parce qu'évidemment, oui, il y a eu des parachutages, qui étaient, j'ai dit non, c'est pas vrai, oui, je connais, oui, Bourgeois, oui, il travaillait avec moi, et tout simplement, pas pour ne pas vendre des copains, bon, peut-être ça aussi, mais pour ma propre protection. Je me suis dit toujours, si j'avoue, si je dis quoi que ce soit, eh bien, puisqu'il me disait à chaque, quand j'étais conscient après l'interrogatoire, il me disait demain tu seras fusillé, je ne veux rien dire. Bon, alors, ça a duré quand même 3 mois comme ça. Vous étiez interrogé tous les jours? Non, 34 interrogatoires d'après les archives, de la prison. Mais bon, disons qu'il y a une dizaine de fois où vraiment ça a été pénible. Je ne vais pas être beau non plus, parce que j'arrivais plus ou moins à fermer les yeux ou à les ouvrir plutôt. Et puis bon, mal partout, parce que
C'était des grandes gifles, mais vous savez, quand c'est un colosse qui vous balance une gifle à toute volée, eh bien, ça fait aussi mal qu'un coup de poing. Lui, ne donnait pas des coups de poing parce qu'il se serait cassé les doigts. Mais enfin, bon, traité comme ça, et puis chaque fois, quand même, à plat ventre sur le tabouret. Alors bon. Comment ça, plat ventre sur le tabouret, c'est-à-dire Pour recevoir, là je ne sais pas, c'était pas compté, mais il y avait un gros bâton, ben gros comme ça, un bâton d'1 mètre, et puis c'était la schlaque, hein, c'était alors, première fois, bon, ça fait mal, la deuxième fois, des gens que je ne pouvais plus dormir, enfin je dormais à plat ventre sur mon polochon, que je mettais en boule comme ça, parce que ça faisait mal. Et puis bon, après, les premiers coups, c'est bien que j'attendais avec impatience. Je m'étais fait une raison en disant la douleur à un maximum. Ça vient, je suis tourné quoi. Je me réveillais dans ma cellule. Après, je prenais des baffes, des machins comme ça. Mais j'ai eu beaucoup de confrontations où on me montrait des gens d'ailleurs que je ne connaissais pas. C'était facile. J'ai été confronté avec mes 4 copains, d'ailleurs, là. Puis ici, on travaille ensemble, on fait du sport ensemble, puis on te connaît. Hein. Mais eux étaient comme moi, hein. J'avais rien dit non plus. D'ailleurs, ils m'ont dit aussi après, parce qu'en fait, j'en ai vu deux copains, plus le chef de groupe qui était avec moi à Waterstedt. Les autres, ils étaient pour d'autres commandos. Je ne sais pas si vous expliquer que Neuengamme était un commando, était un camp de répartition. Donc, après tous ces interrogatoires, il y a quand même quelque chose de particulier, si vous voulez, c'est que le 6 juin, on a entendu très tôt le matin, vers 6 heures du matin, par là, on a entendu une voix qui a hurlé dans la route, ils sont débarqués. Alors, je ne sais pas si vous n'avez jamais parlé de ça, hein, mais une prison, c'est des pas silencieux. Vous savez, il y a toujours un brouhaha quand même qui se fait. Il y a des gens qui marchent, ils préparent des sorties pour nous, enfin bref. Mais là, à partir de ces voix, ça a un silence net pendant 10 secondes. Puis la Marseillaise a éclaté. Quand je pense à ce moment-là, oui, je suis toujours ému. C'était un truc formidable. Un truc formidable parce que quand on vous dit tous les jours tu es fusillé, tu dis rien, ça y est, ils vont nous libérer. Pour l'autre, c'était ça. Et puis, moi, les 87 jours, à part les 3-4 derniers jours, j'ai toujours été tout seul dans une cellule. Mais on arrivait, il y en a qui étaient à 3 ou 4 dans une cellule, mais on arrivait à correspondre en tapant, parce qu'on avait des tuyaux, il y avait une tinette dans un coin avec un robinet. Et bon, on tapait sur les tuyaux, vous savez, sans connaître le morse, c'est un truc automatiquement, vous entendiez taper, alors puis après, paf, paf, paf. Un, deux, Q, U, I, j'entendais ça. J'ai cru comprendre que le nombre de coups correspondait à des lettres. Alors bon, moi j'ai fait la même chose. Alors vous savez, je ne sais pas, on n'a jamais été dérangé, on ne tapait pas très fort, mais du fait que les tuyauteries étaient dans des murs, pour vous donner une idée, les murs de cette prison, les murs extérieurs faisaient 80 cm d'épaisseur, et entre les cellules 40. Et c'était fait de blocs de pierre, ce qui m'a permis de prendre un clou qui était dans le mur. Il y avait un clou dans le mur, un vieux clou rouillé, mais qui était assez grand. J'ai pris ce clou et j'ai réussi à décrocher avec ce clou, à décrocher un petit morceau de bois dans mon chalit. Et avec de la ficelle que j'ai pris dans mon traversin, qui était en toile solide de lin, d'ailleurs, c'est avec du fil de lin, j'ai attraché tout autour, puis j'ai commencé à creuser, et j'ai réussi à passer de l'autre côté, sur 40 cm de mur. Parce qu'il y avait des espaces assez grands, si bien que
les gens qui étaient de l'autre côté, qui étaient aussi des gens que je ne connaissais pas d'ailleurs, mais enfin, eux avaient droit à des colis. Et ils m'ont passé des morceaux de sucre, des petits bouts de crème de gruyère. Bon, enfin, bref, ça c'était une chose. Mais vous savez, quand on est au prison, on pense qu'il y a une seule chose à l'évasion. Surtout que, à partir du moment qu'on nous avait annoncé qu'on devait être fusillé, ben, on essayait, ben, alors, dans une prison comme ça, surtout que ben, j'avais une petite tenue de sucre. Pour l'atteindre, il fallait que je prenne mon chalit. Et le chalit, c'est un cadre, hein, avec des lattes de bois. Je mettais ça comme une échelle, puis j'allais voir par la fenêtre. Alors, par la fenêtre, j'ai vu qu'il y avait un mur de 6 mètres, séparé par 3-4 mètres, avec un autre mur de 4 mètres de haut. C'était pas facile. Puis comme j'étais là, j'ai vu que il y avait des bâtiments avec plein de fenêtres en face, des grands bâtiments. Et bon, j'ai vu les gens des signes là. Et puis finalement, on a commencé par faire des signes comme ça. Et j'avais trouvé une solution pour correspondre, parce que je n'avais pas droit à aucun ni colis, ni lettre, aucun contact avec mes parents. Et un jour, ben, j'ai vu ma fiancée et ma mère qui étaient dans la rue, qui ont fait signer. Alors là, déjà, à ce moment-là, j'ai décroché un petit morceau de plâtre du mur, j'ai décortiqué mon polochon, hein, qui était un espèce de tuyau et tissé en rond comme ça, donc j'avais une belle grande ficelle. J'ai accroché le plâtre, le morceau de plâtre après, j'ai arrangé ça pour que ça défie bien, et puis on avait une cuillère en bois pour manger la soupe. Avec ma cuillère, j'ai catapulté ce morceau de plâtre. Et attends, là, je prends un été, le morceau de plâtre avec un petit message, c'est-à-dire qu'on avait comme papier hygiénique des carreaux découpés dans des journaux. Mais dans les journaux, il y a donc des bandes blanches sur les côtés, et là, avec une mine, le temps dit qu'on n'avait pas droit au colis, si un petit peu après, j'ai eu droit, on m'a apporté une chemise. Ma mère avait fait un colis, on lui avait dit, il veut une chemise. Et dans la chemise, elle avait mis, dans le relais de la chemise, elle avait mis une mine de crayon dedans. La petite mine de crayon, l'idée m'est venue d'envoyer un petit message. Voilà. Au-dessus, je vous ai parlé en dernier de mon transfert à Royal-Lieu à Compiègne. Oui, voilà, et du c'est voyage jusqu'à Neuengamme. Non, on s'était juste arrêté lorsque vous nous avez dit qu'on vous annonçait que vous alliez dans un camp de travail. Voilà, c'est ça, oui. Voilà. Et c'est tout. Oui. Alors de là, bon, il s'est passé quelques jours, 3 ou 4 jours, où j'ai été regroupé avec des camarades, que jusque-là j'étais seul dans une cellule. Et donc nous avons été embarqués par le train, et que je vous ai dit que nous étions dans des wagons classiques, des anciens wagons de transport de personnes. Oui. Donc, et qu'on avait, on avait essayé de s'évader du train qui stationnait à la gare de l'Est. Ça, vous ne l'avez pas dit. Non. Eh bien, ces wagons étaient composés de compartiments, où chaque compartiment avait une porte. Ce n'étaient pas des wagons avec un couloir tout violent. Et donc, il y avait, dans ce petit compartiment, il y avait 2 grandes banquettes dans lesquelles il y avait, j'étais en train de me souvenir, c'était 8 personnes qui avaient par compartiment. Il me semble que ça pouvait être 8. Je n'ai pas la mémoire non plus exactement de la dimension du compartiment, mais enfin, nous avions réussi à défaire toutes les menottes, mais il y avait une personne, qui était d'ailleurs professeur, qui avait été arrêté à Oyonnax en tant qu'otage, et lui avait... Bonjour. Lui avait pas de menottes, mais une chaîne avec un cadenas. Et nous n'avons pas pu défaire le cadenas. On l'a essayé, et évidemment, on nous avait annoncé que si on essayait de s'évader, si un seul essayait de s'évader, le reste du compartiment serait exécuté. Donc, bon, lui étant enchaîné, de toute façon, le débarquement a eu lieu, on veut bien, il ne faut pas prendre de risques, on n'ira même pas jusqu'en Allemagne. Donc, nous avons tous remis nos menottes.
On les a refermés, parce qu'une menotte, c'était facile à ouvrir avec un clou, d'ailleurs. Bon, donc là, bon, ben, ça c'était une évasion, je dis pas échouée, mais enfin, repoussée, annulée. Donc je me suis retrouvé au camp, nous sommes d'ailleurs retrouvé au camp de Royal-Lieu, à Compiègne, ben, qui est bien connu, dont on vient d'ailleurs inaugurer un monument. Et là, moi, j'y suis resté 15 jours. En général, les gens partaient, les camarades sont partis au bout d'une huitaine de jours. Mais moi, comme j'avais eu un orteil écrasé lors des interrogatoires, bon, j'avais donc un gros pansement au pied, donc on m'a reculé. Et entre-temps, quand même, on nous a pris à quelques-uns pour aller creuser des trous d'hommes dans des villas de Compiègne. Et on était dans un parc à 3 ou 4, puis on creusait ce qu'on appelle des trous d'hommes pour mettre des mitrailleuses, vous savez, pour défendre la ville, le cas échéant. Et il n'y avait pas loin du trou où j'étais en train de creuser une porte dans le mur d'enceinte de la villa, une porte en bois plutôt vermoulu. Et avec ma pelle, j'ai essayé de la soulever, puis j'ai vu qu'elle était en train de la serrure ne tenait pas beaucoup. Enfin, il y avait quand même un gardien qui tournait entre les postes où on creusait. Et le retour au camp est arrivé. J'en ai parlé à des camarades. Alors plusieurs m'ont dit « Oh, Hubert va se tirer ». Alors beaucoup m'ont donné des lettres à remettre à leurs parents. Alors vous voyez, du moins, d'ailleurs il n'était même pas question de mettre de timbre, rien du tout. Vous savez, on savait que, on espérait du moins que les lettres seraient acheminées par des bénévoles. Et donc j'avais ces lettres dans la poche, et on nous alignait devant les camions qui devaient nous emmener. Et puis là, une fouille a commencé. Alors j'étais mal parti avec mes lettres, mais à ce moment-là, les camions allemands avaient des caches sur les phares. Autrement dit, c'était une espèce de capuchon avec juste une fente dedans. Alors comme j'étais debout adossé à un camion, bon, j'ai filé tous mes lettres dans la fente de la cage. Bon, et puis après, ben, ma foi, après, on nous a dit qu'on ne partait pas. On nous a toutes renvoyées. Alors j'ai donc été creusé qu'une journée. Et puis après, je suis retourné enfin, dans les cabanes en attente. Et quelques jours après, j'ai été embarqué pour l'Allemagne. Et je pense que j'étais le vent-dernier où après moi, il y a peut-être eu trois transports par camion, par chemin de fer, qui sont partis de Royal-Lieu, dont un a été arrêté à Sassy, où on est en train de voir aussi de mettre un petit enfin, un wagon souvenir qui restera là, parce qu'à Sassy, le chemin de fer passe toujours d'ailleurs sous un tunnel, et le tunnel avait été dynamité par des résistants. Donc le train est arrivé là, t'es arrêté, mais les Allemands ont fait descendre les déportés, et ont fait faire 3 km à pied pour franchir l'endroit où il y avait le tunnel et reprendre un train suivant après. Bon, il y a eu pas mal de victimes, enfin pour ça, il y aura un wagon souvenir qui expliquera un peu ce qui s'est passé. Donc c'était le dernier convoi, et moi je crois que je suis parti un convoi ou deux avant. C'était vraiment vers la fin, et que, bon, on était confiants. Alors là, on avait quand même des nouvelles, le débarquement tenait le coup. Je disais, bon, si on arrive en Allemagne, ça sera déjà pas mal. Bon. Donc, nous sommes partis un soir, le temps d'être transportés de Royal-Lieu sur le lieu d'embarquement. Nous sommes donc partis un soir, et le voyage a duré donc 3 nuits, c'est-à-dire que 2 jours en chemin de fer, on a roulé pratiquement tout le temps, mais on fait un petit d'autres parce qu'il y avait des arrêts du fait des transports de troupes, parce que les Allemands se remuaient. Vous pensez bien qu'avec le débarquement... C'était à quelle époque? C'était toujours en juin? Ben écoutez, moi je suis resté du début d'avril. Je suis resté donc 3 mois bien tassé en prison, donc il y a eu avril, mai, juin. Oui. Donc c'était en juillet. Et je crois que le transport a eu lieu fin juillet, les derniers transports. Ouais, donc c'était vrai. Oui, donc, le débarquement était bien accroché. Ouais.
Ouais. Donc, bon, on était plein d'espoir, évidemment. Paris était libéré en août, c'est vrai que Ah oui. c'était... Donc, en arrivant en Allemagne, au bout de 2 jours et 3 nuits, sans boire, je pense qu'il y avait eu un peu de pain de donner. Je ne me rappelle pas avoir mangé parce que, bon, il faisait chaud déjà, hein, dans les wagons. Et les wagons, on va peut-être bien expliquer comment ça se passait. Ben, nous étions 80 dans le wagon. 80 qui étaient normalement réservés pour 40 hommes. D'ailleurs, ces wagons, enfin, ils sont typiques, parce que c'était les wagons sur lesquels étaient marqués 40 hommes et 8 chevaux en long. C'est-à-dire qu'il y avait ces portes à glissière au milieu, et les chevaux, il y en avait 4 d'un côté, 4 de l'autre. Bon, les hommes se couchaient là-dedans dans la paille comme ils pouvaient, enfin, nous étions 80. Pour certains, comme ma camarade Raymond de Métra vous a dit qu'il était dans un wagon où il ne pouvait même pas s'allonger, aller coucher. Nous, ça s'est très bien passé bon, au départ, même par la suite d'ailleurs, là où nous avions dans le wagon, alors vous voyez le lieu, j'avais fait connaissance justement de ce monsieur qui avait été arrêté à Oyonnax, là, et il y avait des militaires de la première armée française. Les militaires, bon, ils étaient encore en tenue militaire. Les gradés n'avaient plus rien, on les avait tout enlevés, parce qu'évidemment, je pense qu'en tant que militaire de la première armée, ils n'avaient pas tellement écouté les ordres de Pétain. Et où donc ils ont été arrêtés, ils étaient aussi, je crois bien, une cinquantaine, sinon une centaine, hein, ils étaient pas mal. Donc il y en avait pas mal. Et il y a donc eu des officiers, enfin, des hommes qui ont, je ne dirais pas pris le commandement, mais qui ont proposé, qui ont réalisé un système qui était de s'asseoir. D'ailleurs, ils ont demandé à tous ceux qui étaient à l'extrémité du wagon qu'ils s'assoient, qu'ils écartent les jambes, et l'autre s'assaillait le nom, on épi. Donc on tenait beaucoup moins de place, et comme ça, nous n'avons plus pu partir assis. Alors, il y avait évidemment dans tous les wagons, il y avait au milieu du wagon, il y avait un tonneau, des tonneaux métalliques de 50 litres, vous voyez ce que c'est, un tonneau qui fait environ 50 cm de diamètre et puis 1 mètre de haut, c'est 80 cm de haut. Dans ces tonneaux, il y avait de la chaux, c'était ce qui devait nous servir de tinette. Hein. J'ai mieux vous dire que bon, les premières utilisations ont été d'uriner. Alors l'urine sur la chaux, j'ai mieux vous dire qu'il se dégage dans le wagon. Des gaz qui faisaient pleurer, bon, parfois on ne pouvait pas faire autrement, les autres ont dit, on le jette, oui, mais où, comment? Bon, donc, bon, ça s'est passé comme ça, et bon, de petit à petit, la chaux a été consommée en quelque sorte, et bon, autrement quand même, il faut reconnaître que, bon, uriner, ça allait, nous étions des hommes dedans, mais pour le reste des besoins, c'était pas facile, c'est un truc de 80 cm de haut. Donc, bon, quand quelqu'un avait envie d'utiliser la tinette, 2 volontaires le portaient, ni plus ni moins. Hein, bon, ça s'est pas trop mal passé. Jusqu'au 2e jour, alors là, il y a une alerte, le train s'est arrêté, des hurlements en allemand, et tout d'un coup, des pan. Il y a un wagon à côté. Il avait réussi à désosser une planche et s'évader. Par la suite, on a su ce qu'il était passé, puisqu'on a ouvert notre wagon et on nous a remis des gens qui étaient dans le wagon où il y avait eu des évadés. Et il y avait quand même 80 personnes dedans. Alors 3 ou 4 ont pu passer. Les autres ont été, certains ont été abattus sur place. D'autres, on leur a demandé de se mettre à plat ventre le long de la voie, sur le ballast, et là, ils ont été évidemment fusillés. Et le reste a été distribué, je crois, dans 2 wagons, donc de 80, nous sommes assis à 110. On a quand même réussi à s'asseoir. Parce que les gens disent, oui, on est resté debout. Faut croire qu'ils étaient mal organisés, parce que bon, il y avait quand même une possibilité. D'ailleurs, à Sassy, on a dit, on fera une démonstration qu'effectivement, on peut s'asseoir comme ça, en épire, en chevron. Bon, donc, arrivé en Allemagne, donc après 3 nuits et 2 jours, donc nous sommes arrivés le matin, on n'avait toujours pas bu, je vais vous dire qu'on commençait à avoir soif. Ça a été pire par la suite. Je vous en reparlerai, mais
on avait vraiment soif, et je me souviens que à Neuengamme, le long du chemin de fer, il y avait des genres de tonneaux sur 2 roues qui étaient arrêtés là, et il y avait un robinet. Quand je suis descendu du tram, il était ouvert, l'eau coulait. Oui, en pratique, c'était pour nous boire. Mais l'eau coulait, mais on n'avait pas de gamelle, on n'avait rien. Alors, ça se bousculait pour arriver à prendre de l'eau, et bon, ben, quelques-uns avaient quand même des gamelles, parce qu'il paraît que il y avait, au pied du tonneau, il y avait quand même des gamelles qui traînaient, et bon, ils se débrouillaient comme ça pouvait, mais enfin, le plus souvent, ceux qui avaient des chapeaux ont pris leur chapeau pour prendre de l'eau. Alors moi j'ai vu un copain qui s'écartait avec un chapeau plein d'eau, un feutre, bleu marine, je dis bleu marine parce que évidemment dans un chapeau c'est pas étanche, hein, ça coulait en dessous. Alors lui il buvait dans son chapeau, moi j'étais mis les mains dessus puis je buvais de l'eau. Il avait la couleur de vin, hein, parce que un bleu marine qui déteint, vous savez on regardait pas ça. Et c'était pas frais, il voulait vous dire que c'était chaud. Bon, enfin, c'était quand même à boire. Bon, partons de là, nous sommes rentrés dans les cabanes, évidemment, parce qu'il y en avait pas mal, de Neuengamme. Le camp est connu, hein, parce que c'était un camp de regroupement et de distribution. Donc, en arrivant là, nous étions encore habillés en civil à l'arrivée, mais avant quoi que ce soit, on nous a fait rentrer dans les sous-sols, que j'ai revisité par la suite d'ailleurs, où on nous a demandé de nous déshabiller, et puis on a défilé, nus évidemment, pour être rasé et désinfecté. Vous savez, ça c'était pas il y en a